Quand un voyageur dans le centre-nord du Massachusetts prend la mauvaise direction au carrefour du péage d'Aylesbury, juste après Dunn's Corners, il découvre une campagne étrange et désolée. Le terrain s'élève peu à peu, les murs de pierre bordés de broussailles se pressent de plus en plus vers les ornières de la route sinueuse couverte de... Et les herbes sauvages, ronces et graminées, manifestent une luxuriance qu'on leur voit rarement dans les régions défrichées. En même temps, les champs cultivés sont singulièrement rares et improductifs, tandis que les maisons, très dispersées, présentent un aspect étonnamment uniforme de vieillesse, de misère et de délabrement. Sans savoir pourquoi, on hésite à demander son chemin aux silhouettes noueuses et solitaires aperçues de temps à autre sur un seuil croulant ou dans les prairies en pente semées de roches. Elles sont tellement silencieuses et furtives qu'on se sent comme en face de choses défendues dont il vaut mieux ne pas se mêler. Quand une côte sur la route révèle les collines au-dessus des bois profonds, ce sentiment de vague malaise grandit. Les sommets sont trop arrondis, trop symétriques pour évoquer un naturel rassurant, et parfois le ciel fait ressortir avec une particulière netteté les cercles bizarres de grandes colonnes de pierre dont la plupart sont couronnées. Des gorges et des ravins de profondeurs incertaines coupent la chaussée, et les grossiers ponts de bois ne semblent jamais très sûrs. Quand la route redescend, elle traverse des étendues marécageuses qui inspirent une aversion instinctive et presque de vraie crainte à la tombée de la nuit lorsque jacassent les engoulevents invisibles et que les lucioles sortent en vol anormalement serrées pour danser au rythme insistant, rauque et angoissant du bourdon strident des crapauds buffles. Les trois rubans scintillants du Miskatonic, dans son cours supérieur, rappellent curieusement l'image d'un serpent par ses méandres au pied des collines en dôme où il prend sa source. À mesure que les collines se rapprochent, on prend garde à leurs flancs boisés plus qu'à leurs faîtes couronnées de pierre. Ils apparaissent si abrupts et si sombres qu'on les préférerait à distance. Au-delà d'un pont couvert, on aperçoit un petit village blotti entre le cours d'eau et la pente verticale de Round Mountain, et l'on s'étonne de la grappe de toit en croupe pourrissant qui témoigne d'une époque architecturale plus ancienne que celle des environs. Il n'est guère rassurant de constater, en regardant de plus près, que la plupart des maisons sont désertes, tombent en ruine, et que l'église au clocher effondré abrite maintenant le seul commerce fort peu engageant du hameau. On craint de s'aventurer dans le ténébreux tunnel du pont, mais il n'y a pas moyen de l'éviter. Une fois parvenu de l'autre côté, on ne peut s'empêcher de flairer dans la rue du village la présence vague d'une odeur maligne, comme celle de la putréfaction et de la moisissure accumulées au cours des siècles. C'est toujours un soulagement de quitter cet endroit, en suivant la route étroite qui longe la base des collines et franchit la plaine pour rejoindre enfin le péage d'Aylesbury. Plus tard, on apprendra peut-être qu'on a traversé Dunwich. Les étrangers passent à Dunwich le plus rarement possible, et depuis certains moments d'horreur, tous les écriteaux qui indiquaient sa direction ont été abattus. Le paysage, selon les canons esthétiques habituels, est d'une beauté peu commune. Néanmoins, il n'y a pas affluence d'artistes ou de touristes l'été. 2 siècles auparavant, quand la race des sorcières, le culte de Satan et les mystérieux habitants des forêts n'étaient pas objets de plaisanterie, c'était l'usage d'invoquer des motifs pour éviter le village. À notre époque raisonnable, car l'horreur de Dunwich en 1928 a été étouffée par ceux qui eurent à cœur de préserver la paix de la ville et du monde, on l'évite sans savoir exactement pourquoi. Une raison, peut-être, bien qu'elle ne joue pas pour les étrangers d'en informer, c'est que les indigènes sont maintenant d'une débilité répugnante, ayant poussé très loin la régression si commune à bien des coins perdus de Nouvelle-Angleterre. Ils sont arrivés à former une race à part, portant les stigmates physiques et mentaux caractérisés de la dégénérescence et des unions entre consanguins. Le niveau moyen de leur intelligence est lamentablement bas, tandis que leur chronique empeste de malignité ouverte, de meurtres semi-clandestins, d'inceste et d'actions d'une violence et d'une perversité presque inqualifiables. La vieille aristocratie, issue des 2 ou 3 familles ayant droit de porter blason et venue de Salem en 1692, s'est maintenue un peu au-dessus de la corruption générale. Néanmoins, plusieurs rejetons ont si profondément sombré dans la sordide populace que seuls leurs noms font encore référence aux origines qu'ils déshonorent. Certains Whately et Bishop
envoient encore leurs aînés à l'université de Harvard ou de Miskatonic, mais ces fils reviennent rarement au toit en croupes délabrées sous lesquelles ils sont nés comme leurs ancêtres. Personne, même parmi ceux qui sont bien informés de l'horreur récente, ne peut dire au juste ce qui ne va pas à Dunwich. Il est question dans les vieilles légendes de rites impies et d'assemblées secrètes où les Indiens évoquaient des ombres maudites venues des grandes collines rondes, et à leurs prières orgiaques répondaient des crépitements et des grondements terribles de l'intérieur de la terre. En 1647, le révérend Abijah Hoadley, nouveau pasteur de l'église congrégationaliste de Dunwich, prononça un serment mémorable sur la présence toute proche de Satan et de ses rejetons diaboliques dans lesquels il disait « Il faut l'admettre, ces blasphèmes d'un infernal cortège de démons sont matière trop notoirement connue pour qu'on puisse les nier. Les voix maudites d'Azazel et Buzraël, de Belzébuth et Bélial, ayant été entendues maintenant de dessous terre par plus de 20 témoins dignes de foi, présentement vivants. J'ai moi-même, il n'y a pas plus d'une quinzaine, surpris un fort clair entretien des puissances du mal sur la colline derrière ma maison, en quoi s'entendent des craquettements et grondements, grognements, grincements et sifflements, tels que nul être en ce monde n'en saurait produire, et qui doivent nécessairement venir de ces cavernes que seule la magie noire peut déceler et le malin seul ouvrir. » Monsieur Hoadley disparut peu après ce sermon, mais le texte, imprimé à Springfield, existe encore. D'année en année, on continua à signaler des bruits dans les collines qui restent encore une énigme pour les géologues et les physiographes. D'autres traditions font état d'odeurs nauséabondes près des cercles de colonnes qui couronnent les sommets et de présences impalpables, car certaines heures, on entend faiblement s'élancer de tel et tel endroit précis, au fond des grands ravins. D'autres, enfin, essaient de trouver une explication à la salle de bal du diable, pente morne et ravagée, où ne pousse pas un arbre, ni un buisson, ou un brin d'herbe. De plus, les indigènes ont une peur mortelle des nombreux engoulevents qui se font entendre par les nuits chaudes. On assure que ces oiseaux sont des psychopompes, qui guettent les âmes des mourants et qu'ils rythment leurs cris étranges à l'unisson des râles d'agonie. S'ils parviennent à saisir l'âme fugitive au moment où elle quitte le corps, ils s'envolent aussitôt dans un caquetage de rire démoniaque. Mais s'ils échouent, ils s'apaisent peu à peu dans un silence déçu. Ces contes, bien sûr, sont ridicules et désuets, car ils datent de temps très anciens. En vérité, Dunwich est ridiculement vieux, bien plus qu'aucune autre agglomération dans un rayon de 30 miles. Au sud du village, on voit encore les murs de la cave et la cheminée de l'ancienne maison Bishop, qui fut construite avant 1700, tandis que près des chutes, les ruines du moulin, bâti en 1806, restent ce qu'on peut voir de plus moderne en fait d'architecture. L'industrie n'a pas prospéré ici, et l'essor des usines au XIXe siècle a été de courte durée. Le plus ancien de tout, ce sont les grands cercles de colonnes en pierre grossièrement équarris au sommet des collines, mais on les attribue plus généralement aux Indiens qu'aux colons. Les dépôts de crânes et d'ossements, découverts au centre de ces cercles et autour de là ces gros rochers tabulaires de Sentinel Hill, confirment l'opinion populaire selon laquelle ces emplacements auraient été d'anciennes sépultures des Pocumtucks. Même si certains ethnologues, malgré l'absurde invraisemblance d'une telle théorie, persistent à croire que ce sont des vestiges caucasiens.